Voilà, bonjour à tous. Nous bénissons les seigneurs de l'opportunité qui nous accordent ce dimanche de nous entretenir sur une question très importante par rapport, n'est-ce pas, à ces instants citoyenneté. Alors nous intervenons dans le cadre de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création. Sauvegarde de la création, commission Justice, Paix de l'Istandolo, commission dans laquelle nous assumons les responsabilités des chefs d'antenne du programme des droits de l'homme. Alors, aujourd'hui, très précisément, je vais nous parler de quelques innovations apportées par le Code de la famille. Et lorsqu'on parle du Code de la famille, il s'agit, n'est-ce pas, d'un texte de loi, d'une loi qui réglemente toutes les questions liées aux relations entre personnes, les relations des familles, les relations des parentés et tout ce qui va avec. Alors, je ne vais pas me soumettre à l'exercice des légistiques, je vais aller droit dans le but. Alors, le Code de la famille a été vulgarisé pour la première fois le 1er août 1997, mais ce code a subi une modification, comme la plupart d'entre nous, je pense, le savent, en 2016, par la loi du 15 juillet 2016 qui a apporté des innovations non négligeables par rapport à un certain nombre de questions. Alors, une des innovations importantes apportées par le Code de la famille, la loi de 2015, du 15 juillet 2016, qui modifie le Code du 1er août 1987. Alors, la première innovation que je vais aborder ici est celle relative à la capacité juridique de contracter un mariage. Alors, avant la loi du 15 juillet 2016, la condition pour contracter les mariages en ce qui concerne la capacité était de 18 ans révolus pour les futurs époux, c'est-à-dire l'homme. Mais pour la future épouse, la condition pour contracter un mariage était fixée à partir de 15 ans. Donc à partir de 15 ans, une femme pouvait déjà contracter un mariage. Mais avec la modification, bien évidemment, intervenue en 2016, les législateurs ont harmonisé cette question, se conformant notamment à la Constitution du 18 février 2006, fixant la condition de majorité à 18 ans révolus, non seulement pour les futurs époux, mais également pour la future épouse. Et donc, de nos jours, tout mariage entre mineurs est prohibé, est interdit par la loi. Ça, c'était la première innovation, que je suis en train d'aborder parce que les innovations sont légion. Alors, la deuxième innovation importante apportée par la loi de 2016 est celle relative à la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée. Cela ressort de l'article 215. Malheureusement, les temps faisant défaut, nous ne pouvons pas manger des yeux le Code de la famille et les différentes dispositions qui sont contenues dans certains articles. La suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée. Cela ressort de l'article 215, comme je l'ai dit tantôt. Alors, avant la loi de 2016, le législateur a cité à l'article dont je suis en train de faire mention, un certain nombre de personnes qu'on considère comme incapables en droit. Et lorsqu'on parle de l'incapacité en droit, ce n'est pas un régime de stigmatisation, mais il s'agit d'un régime de protection. Incapable en droit, c'est une personne qui ne peut pas poser un acte qui peut être considéré comme valable. Là, on voit les mineurs, les majeurs interdits, les faibles d'esprit, les prodigues. Et donc, cette catégorie de personnes, ou ces différentes catégories de personnes, sont considérées sur le plan de droit comme incapables. Mais il y a une des dispositions de cet article 215 avec la loi de 1987, bien évidemment, qui reconnaissait certaines limitations en ce qui concerne la capacité juridique de la femme mariée. Et donc, une femme pouvait se retrouver mariée, mais se trouver être butée à l'incapacité de poser un certain nombre d'actes juridiques. Mais avec la question, comme vous le savez avec moi, de l'émancipation de la femme, cette question de l'incapacité juridique de la femme mariée a été totalement élaguée. Et donc, de nos jours, et l'homme et la femme sont placés sur la même longueur d'onde, peuvent poser des actes juridiques qui peuvent être considérés comme valables. Alors, je vais chuter avec ces principes qui, n'est-ce pas, constituent, allais-je dire, l'épine dorsale des innovations apportées par la loi du 15 juillet 2016.
c'est le principe de la concertation des époux ou du consentement mutuel. Cela découle de l'article 448 du Code de la famille. Alors, ce principe de la concertation des époux ou du consentement mutuel vient en remplacement au principe de l'autorisation maritale. Comme vous le savez tous, notamment par rapport à la société africaine dont nous sommes, n'est-ce pas, ressortissants, ce que jadis, avant que la femme mariée arrive à poser des actes juridiques, elle devait ipso facto recevoir l'autorisation de son époux. Et donc, si la femme mariée venait à poser un acte sans recevoir l'autorisation de son époux, cet acte serait considéré sur le plan des droits comme nul. Alors, mais seulement il y avait une forme de stigmatisation, puisque de l'autre côté, l'homme avait la possibilité de poser des actes juridiques sans demander non seulement l'autorisation, mais demander, solliciter le consentement de son épouse. Et donc l'époux avait le plein pouvoir de faire ce qu'il veut. Mais comme je l'ai dit tantôt, lorsque j'ai abordé la question relative à la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée, avec les différentes vagues, n'est-ce pas, féminines qui poursuivaient l'objectif de l'émancipation de la femme, les législateurs ont harmonisé cette question et donc et l'époux et l'épouse sont placés sur les mêmes pieds. Cela voudrait dire quoi? Les principes de la concertation des époux. Ces principes voudraient simplement dire que lorsqu'une épouse ou lorsque l'un des conjoints voudrait contracter, par exemple, le conjoint ou un des conjoints voudrait s'engager pour un travail, conclure un contrat de travail, il est dans l'obligation de recevoir le consentement ou l'avis de l'autre conjoint. Et donc ici, non seulement l'époux doit recevoir le consentement de son épouse, mais l'épouse également doit recevoir le consentement de son mari et vice-versa. Et donc ces principes visent à mettre les époux sur les mêmes pieds d'égalité. Et la conséquence juridique naturelle, comme certains juristes au milieu de nous le savent, c'est que lorsqu'un conjoint vient à contracter ou à poser un acte juridique sans l'assentiment de l'autre, il y a la question de la nullité qui, n'est-ce pas, interviendra. Cet acte serait frappé des nullités. Et donc, c'est là les quelques innovations dont je devrais nous faire part, mais je tiens à préciser que ces principes de la concertation des époux ne remplacent pas les pouvoirs concédés par les législateurs qui fait du mari le chef du ménage. Et donc, en croire l'article 444, les maris demeurent les chefs du ménage, mais restent tout de même soumis au principe de la concertation ou du consentement, et plutôt de la concertation ou du consentement mutuel, allais-je dire, entre époux. Nous avons dit et nous vous remercions.